Madame la sénatrice, Madame Nathalie Goulet, je vais vous passer la parole. Vous êtes sénatrice de l'Orne. Vous avez joué un rôle déterminant, c'est le moins que l'on puisse dire, dans un rapport du Sénat sur la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales en France et en Europe. Rapport suivi de mesures préconisées. Et vous avez publié un ouvrage qui est ici d'ailleurs aussi en vente sur ces phénomènes de trafic. J'ai, en regardant vos contributions, j'ai vu toute une série c'est ma première question, toute une série de trafics. Alors c'est très impressionnant parce que c'est contrefaçon, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic d'or, blanchiment de capitaux. Mais ça, vous me l'avez dit dans une conversation que nous avons eue précédemment, quand on dit contrefaçon, on pense au luxe. Ça en fait partie. Mais vous m'avez dit aussi, la contrefaçon, ce sont des fausses pièces pour les moteurs de voiture, des fausses pièces pour les moteurs d'avion, de faux médicaments. Et là, tout d'un coup, on mesure le danger que représentent ces filières qui unissent aussi nos régions, nos pays, nos continents, sous une forme très préoccupante. Alors, je vous passe la parole, Madame la sénatrice, pour nous dire d'abord quelques mots sur ces délinquances, au fond, au pluriel, et les effets qu'elles produisent dans les pays africains, comme ici en Europe. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Alors, quand j'ai vu le titre de la table ronde, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va raccrocher Et en réalité, entretenir la guerre, c'est aussi, avec des trafics, vous avez une production d'argent sale qui est massive, et cette production d'argent sale va servir soit à l'enrichissement personnel, typiquement blanchiment de fraude fiscale, soit va continuer la délinquance et la criminalité de tous les trafics, mais va aussi financer le terrorisme. En réalité, c'est la même production d'argent sale qui va servir, c'est la même tuyauterie. Alors, nous nous sommes arrêtés à... ah oui, il faut que je pointe par où, m'a-t-on dit? Là-bas. Non. Oui. Voilà. Ah non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez la version originale. Ce rapport est disponible en ligne sur le site de la Fondapol. Vous pouvez le télécharger. Dites-moi comment je fais pour faire passer ça. Pardon? Allez. Ah, c'est bien. Allons-y. Voilà. Parce que sans ça, je suis un peu perdue. Alors, voilà. Donc, vous allez avoir... On n'a pas énormément de temps. Non, j'ai bien compris, mais vous allez m'arrêter. Donc, je vais aller vite. C'est la raison pour laquelle, avec votre autorisation, on a distribué une plaquette pour pouvoir suivre. Comme je suis prof, je sais que les PowerPoint, non, il y en a pour 3 minutes, vous allez voir. Très bien. Contrefaçon. C'est rien, c'est 467 milliards d'euros. C'est pas Gucci Prada. On vous l'a dit, c'est évidemment des fausses pièces détachées d'avions, des fausses pièces détachées de voitures, c'est aussi des faux médicaments, c'est des fausses Ray-Ban qui brûlent les yeux, des faux dentifrices, avec du faux packaging. Tout ça est une criminalité extrêmement organisée. Le Hezbollah, notamment, a un trafic de médicaments très connu. Tout ça est extrêmement dangereux. Et vous voyez que cette année, on a saisi plus de 21 millions de produits contrefaits en France, ce qui est absolument colossal. Et encore une fois, lorsque vous achetez un faux sac de marque ou une fausse chemise Lacoste à Crocodile, il faut savoir que vous allez nourrir des réseaux de criminalité organisée. D'ailleurs, si vous allez dans le sud de l'Espagne, vous allez voir que les gens qui, sur la Costa del Sol ou ailleurs, à Porto Banús ou à Marbella, où vous voulez, vendent des faux sacs et des fausses pièces des faux médicaments, des fausses lunettes, etc., sont en général des gens d'Afrique subsaharienne qui d'ailleurs dépendent aussi de réseaux. Donc le premier point, c'est ces questions de contrefaçon qui sont extrêmement dommageables. La deuxième chose, c'est la drogue, évidemment. Et le trafic de drogue en Afrique, c'est massif. Vous voyez le nombre de consommateurs, c'est absolument phénoménal. On a voté un texte contre le narcotrafic récemment. C'est très utile, mais ça ne règle pas du tout le problème de cette criminalité organisée, du chiffre d'affaires de la drogue en France, qui est de 3,5 milliards, mais qui vient aussi d'Afrique et qui inonde de ces réseaux. Et on en a parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente, et c'est extrêmement intéressant. C'est le trafic d'êtres humains.
Parce que ça, c'est dramatique. C'est dramatique d'un point de vue humain et humanitaire, parce qu'évidemment, le sort d'un enfant de 4 ans, c'est pas de mourir échoué sur une plage. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est 150 milliards de dollars, le trafic d'êtres humains. Et lorsque vous vous arrêtez uniquement au trafic de migrants, c'est de 5 à 7 milliards. C'est-à-dire que vous avez là la carte, et vous l'avez en la plaquette qu'on vous a distribuée avec l'autorisation de Dominique Régnier. Ce qui est important, c'est que non seulement ça déstabilise les zones dont on parle, et en particulier l'Afrique, mais en plus ça déséquilibre les sociétés européennes avec les mouvements extrêmes que vous voyez de répulsion à l'égard des migrants qui sont là finalement pour une vie meilleure, mais dans des conditions absolument dramatiques, ayant été eux aussi utilisés par des filières mafieuses. Et en plus, le contribuable, d'où qu'ils viennent, doit en plus s'occuper de leur intégration et de leur asile. Et vous voyez, les chiffres sont absolument phénoménaux. Moi, je ne suis pas tellement PowerPoint. Mais vous donnez des chiffres, c'est aussi important que vous les voyez. Vous avez la carte qui va bien avec. Donc, ces trafics de migrants, vous voyez, on a arrêté, il y a un travail qui a été fait. Je pense que Retailleau a dû lire mon bouquin parce qu'il est sorti en janvier. En février, il a organisé une grande opération, notamment avec Tracfin, qui est le service de renseignement financier, pour lutter contre ces filières mafieuses de trafic de migrants en France. On a aussi signé un accord avec la Grande-Bretagne et on a besoin d'une coopération avec le Maroc. C'est une évidence absolue. Là, vous avez quelques dernières opérations. Vous voyez l'opération de novembre 2024, arrêtée à Roissy-Charles de Gaulle, 11 millions d'avoirs criminels, c'est quand même pas rien. Et puis en avril 2024, on a arrêté une filière à la frontière polonaise de migrants, avec, quand on a remonté la filière, 31 millions de crypto-actifs au profit du Hezbollah et 10 millions au profit du djihad islamique. Donc vous voyez, ces sujets sont des sujets majeurs, financièrement impactants, à la fois pour l'Europe et la France, mais aussi pour les pays africains qui sont victimes. Donc on a beaucoup de travail qui a été fait sur la traite d'êtres humains en Afrique du Nord, dont on a un peu parlé tout à l'heure, et puis des démantèlements de réseaux. Et ça c'est important. On a Europol, on a Interpol, on a un certain nombre de coopérations dont on a aussi parlé dans la table ronde précédente, qui fonctionnent avec réactivité, mais avec les moyens que nous pouvons avoir. Et puis, on en a parlé ce matin, madame, du trafic d'or. Donc, vous voyez, c'est toujours mieux avec une carte, monsieur le professeur Régnier. Voilà. Et donc, vous avez parlé du Soudan. Vous avez parlé du Niger, vous avez parlé du Mali, et comme par hasard, ces zones qui sont des zones de terrorisme et des zones de guerre sont des zones où il y a énormément d'or. Alors, vous avez la carte, je vous la remets, vous l'avez en ligne, vous l'avez devant vous, et alors là, comme par hasard, vous avez un trafic massif d'or, au profit d'un certain nombre de pays qui le raffinent et qui ne le déclarent pas. Alors, les Émirats arabes unis, qui sont en ligne sur ce sujet, ont ouvert récemment un bureau destiné à juguler ces trafics d'or. Je dirais que le résultat est en devenir. Parce qu'une virgule mal placée nous coûte quelques Airbus, mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que les Émirats viennent de sortir de la liste grise du Gafi et qu'ils ont fait énormément d'efforts en matière de lutte contre le blanchiment. Évidemment, vous savez tous que les Émirats sont un État fédéral et qu'il faut distinguer Abu Dhabi de Dubaï. Sur Dubaï, on a quand même un certain nombre de difficultés, et c'est sur Dubaï que les questions d'or se posent. Comme les PowerPoint, ça prend du temps, vous les avez et vous les avez là, donc comme ça, je respecte mon temps de parole, et je rends hommage aux intervenants précédents qui ont pu résumer toutes ces situations aussi vite. Je vais essayer de faire aussi bien. Donc vous voyez, c'est quand même 2569 tonnes d'or africain aux Émirats qui n'en déclarent évidemment pas du tout autant. Donc là, il y a un bureau spécifique qui vient d'être ouvert sur ce sujet, et on aura, je pense, des résultats dans les années qui viennent. On l'a vu notamment très récemment, le name and shame, ça fonctionne.
Et les Émirats ont extradé en très peu de temps. C'est-à-dire le name and shame, vous pouvez expliquer? Oui, c'est-à-dire le fait de désigner des pays et en quelque sorte de leur faire honte. Et je pense qu'un pays comme les Émirats qui compte, voilà, qui n'est montré du doigt, un pays comme les Émirats qui compte au plan national, international, qui a eu un siège au Conseil de sécurité, etc., en a un peu assez d'être désigné comme le mouton noir. Si vous lisez le rapport de la commission d'enquête sur la criminalité organisée, vous verrez notamment que vous avez des gens qui peuvent faire de l'immobilier en crypto-actifs à Dubaï. Jusque-là, pourquoi pas, de leurs cellules au Beaumet, c'est pas la faute des Émirats, c'est de la nôtre. Donc, et ça existe. Donc, si vous voulez, ce name and shame des Émirats a entraîné une volonté politique de respecter les standards internationaux. C'est la raison pour laquelle il y a eu énormément d'efforts de fait et que les Émirats sont sortis récemment de la liste grise du GAFI. C'est aussi pour ça qu'ils ont ouvert ce bureau, parce que quand vous voyez les chiffres, vous vous dites que là, on a quand même beaucoup de progrès à faire. Donc le blanchiment d'argent, c'est 2 à 5% du GDP mondial, c'est entre 2 000 et 5 000 milliards de dollars par an. C'est 2 000 et 5 000 milliards qui manquent à l'économie mondiale, qui manquent aux écoles, qui manquent aux universités, qui manquent aux routes, qui manquent à la santé. Donc travailler contre le blanchiment, travailler contre la criminalité organisée, c'est un sujet républicain, démocratique et urgent. Et le taux de récupération, mesdames, messieurs, chers amis, c'est 2% sur les avoirs criminels. Alors on a les avoirs criminels en Afrique, on a les biens mal acquis, on a tout ça, mais on a aussi chez nous largement de quoi balayer, puisqu'on estime à 50 milliards d'euros les montants de blanchiment en France, avec un cycle de blanchiment. Alors là, c'est vraiment pas possible aujourd'hui, et pourtant c'est très très drôle. Je vous ferai une autre conférence sur le blanchiment d'argent, ça c'est absolument passionnant, mais vous voyez les montants. La contrefaçon, c'est 5 à 7 milliards. C'est plus que le narcotrafic, la contrebande de tabac, l'exploitation sexuelle, les atteintes à l'environnement, etc. Et puis, une fois qu'on a dit ça, vous voyez que l'argent sert évidemment et abonde les conflits, ce dont on parlait évidemment depuis ce matin. Et évidemment, ce sujet est majeur pour la sécurité. Il est majeur pour le développement, parce que vous avez parlé de développement, mais vous savez très bien qu'il y a énormément d'argent de l'Agence française de développement qui sont détournés. Et je finirai par vous dire que le Maroc... Attendez. Yes. Juste, j'ai 2 questions à vous poser, oui. Dont une sur le Maroc. Oui. La première question, dans votre rapport, Madame la sénatrice, vous préconisez des éléments de solution. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une ou 2 pièces qui vous apparaissent comme essentielles pour réduire, contenir ces trafics? La volonté internationale, d'abord. Coopération entre la coopération et la volonté, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Et je parle devant des experts militaires qui savent mieux que moi comment tout ça fonctionne. Et puis surtout, des sanctions majeures. Vous avez quand même une sorte d'impunité et de méconnaissance. Je vous parlais ce matin très, très rapidement de la contrefaçon. Je suis sûre que personne dans cette salle n'a idée que s'acheter un faux sac de marque n'est pas seulement un petit plaisir de péréquation sociale parce qu'on ne peut pas s'acheter un vrai. Ça entretient des réseaux. On a une idée de ce que le blanchiment d'argent provoque comme effet sur le prix de l'immobilier à Paris ? Ça, j'ai aucune idée. Je pense que ce serait une étude qui est intéressante à faire. Je crois que c'est massif. Hein. Oui, mais ce qu'il y a surtout, c'est que pour manipuler des sommes en cash en France maintenant, c'est quand même très très compliqué. Vous avez une réglementation bancaire qui est extrêmement robuste. Vous avez le renseignement financier qui fonctionne très bien. Vous avez la coopération internationale qui est bien meilleure. On a créé une agence européenne de lutte contre le blanchiment qui, pour l'instant, travaille à la couleur du papier peint, la forme de la table, tout ça, donc qui peut-être sera utile dans quelques années. On a un sujet avec les cryptoactifs, parce qu'il n'y a pas assez de formation, mais surtout, pour répondre à votre question, il faut insuffler à la fois à la police, à la justice, aux différents acteurs de la chaîne la notion de crime financier. Vous vous intéressez pas seulement
aux trafiquants de drogue, parce que ces salopards sont pluridisciplinaires. Ils font un peu de drogue, ils font un peu de contrefaçon, ils font évidemment un peu de trafic d'êtres humains ou un peu de trafic de cigarettes. Et donc il faut avoir une vision financière des infractions. Et ça c'est nouveau et c'est ce qu'il faut faire. Et alors, justement, parce que c'est justice, et parce que c'est vrai, et que c'est plutôt une des bonnes nouvelles qu'on peut recenser, vous m'avez dit que le Maroc avait une politique, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic, qui était plutôt en progrès. Enfin. Voilà, alors le Maroc, invité d'honneur, ça tombe bien, a fait des progrès considérables, est sorti de la liste grise du GAFI il y a déjà 2 ans, avec des obligations de déclaration de soupçons, c'est-à-dire que quand il y a une opération qui a l'air suspecte, on déclare à une autorité qui est en fait un renseignement financier. C'est une obligation des banques, des compagnies d'assurance, des changeurs de monnaie, etc., qui sont obligés de déclarer ces soupçons. C'est une obligation forte. Et après, les soupçons sont traités et il y a un suivi judiciaire. Il y a donc cette obligation de vigilance. Il y a un cadre légal qui a été extrêmement renforcé, mais là, ça peut faire l'objet d'une table ronde de 2 heures. Un renforcement des sanctions, parce que tout ça ne fonctionne que s'il y a des sanctions. Vous m'avez demandé tout à l'heure ce qu'il faut faire. Il faut sanctionner. Mais parfois, la justice est si longue que tout ça ne fonctionne pas non plus comme il faut. Donc, et puis, un truc un peu technique, mais quand même très intéressant que vous allez tous comprendre, c'est un registre des bénéficiaires effectifs. Pourquoi ? Parce que pour tricher, pour frauder, pour blanchir, on crée des sociétés en cascade. Et puis, on finit par plus savoir qui est vraiment le propriétaire. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le bénéficiaire effectif de ces structures. Et donc, vous avez des registres pour les bénéficiaires effectifs. D'ailleurs, une des premières choses que le président Trump a supprimées, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, mais en même temps, au Maroc, on l'a institué. Voilà. Donc, le dispositif marocain est vraiment solide, montre une volonté manifeste, et je pense que c'est très important compte tenu de la place du Maroc dans les relations avec la France et dans les relations avec l'Europe. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Merci.